On retrouve tout de suite celui qui arrive toujours juste après l'heure du crime. Bonjour mon cher Guy Carlier. Bouche bée, oui. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie. Vous aviez prévu je vous laisse le lancement, je me suis fatigué à l'écrire, donc essayez de vous appliquer. Exactement, c'est ce que je vais faire comme un bon élève, vous allez voir. Vous aviez prévu aujourd'hui de nous raconter une chanson des Rolling Stones, mais vous teniez également à rendre hommage à Alain Delon. C'était pas facile de faire les deux, évidemment. Donc, vous avez trouvé un point commun entre Mick Jagger et Alain Delon. Vous êtes tombé sur une photo qui les réunit, qui est devenue culte et qui est aujourd'hui devenue un mème. Oui, c'est vrai. C'est une photo étonnante et symbolique à la fois. On y voit une femme encadrée de deux hommes assis sur un canapé. Cette femme possède la blondeur, le teint de porcelaine des aristocrates anglaises, mais ses jambes croisées très haut symbolisent l'anticonformisme des jeunes Britanniques. De chaque côté de Marianne Faithfull, puisque c'est d'elle dont il s'agit, des hommes qui, chacun dans leur style, représentent un idéal masculin. D'un côté, donc, Alain Delon, qui porte avec élégance et décontraction un Armani à 10 000. Il a les jambes croisées, mais quand Delon croise les jambes, c'était pas Zaza Napoli, croyez-moi. C'est à la fois viril et délicat, fragile. Alors que Gérard Larcher, oui, je sais, là, c'est totalement gratuit, d'autant plus que Gérard Larcher ne peut pas croiser ses jambes. Mais revenons à la photo. Delon regarde Marianne Faithfull en souriant. Elle aussi sourit, visiblement sous le charme, déjà séduite et emportée comme une proie consentante. De l'autre côté, Mick Jagger. À l'époque, Mick Jagger, Marianne Faithfull étaient fiancés, mais sur la photo, il a la tête basse, on sait qu'il l'a déjà perdue. Ces trois personnages sont dans ma vie. Marianne Faithfull, je vous en ai déjà parlé, je vous ai raconté, c'est une des rares femmes du rock, c'est le fantasme absolu des baby-boomers. Alain Delon, lui, c'était le cinéma du samedi soir sur les Champs-Élysées avec mes parents, une balade au drugstore avant la séance, une glace au pub Renault juste après. Et puis, avec le temps, c'est devenu le film du dimanche soir, avec ce générique. Écoutez bien. Eh oui, c'était le dimanche soir qui sentait déjà le lundi matin. Mick Jagger, lui, c'est autre chose. C'était une de ces journées blanches de fin d'année scolaire au collège. Vous savez, quand la classe est en roue libre, que les profs libérés des conseils de classe ont déjà la tête en vacances pour la forme, ils balancent sans trop y croire. Vous pouvez réviser, ça vous fera pas de mal, mais ils sourient aux huées qui accompagnent ces paroles et finissent par dire, bon, faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas vous entendre. Ils sortent le monde de leur cartable et se mettent à lire en nous laissant glander. Parfois, ils nous autorisaient à écouter de la musique. Alors, un jour, un élève apporta un Tépaz et le prof d'anglais nous fit écouter un disque des Stones qui s'intitulait Beggar's Banquet. À la fin de ce cours d'anglais, j'ai demandé à mon pote de me prêter Beggar's Banquet. J'ai serré ce disque contre moi en tremblant d'émotion, comme si je tenais une grenade. J'avais tellement hâte de la faire exploser que je me suis mis à courir vers la maison. J'ai monté l'escalier 4 à 4, claqué la porte d'entrée, puis celle de ma chambre. Et quand j'ai posé le bras de la platine sur le disque, c'était comme si je la dégoupillais, cette grenade. Pendant quelques secondes, il ne se passa rien d'autre que le bruit des premiers sillons qui grattent ta vide. Et puis soudain, dès les premières percussions, ma vie explosa. Ces premiers accords de Keith Richards un peu éthérés, ramenés sur terre par un appel de grosse caisse, et la voix de la choriste Mary Clayton, puis l'entrée de la basse de Bill Wyman, le son qui s'épaissit de plus en plus, la caisse claire de Charlie Watts qui installe le tempo comme on déroule un tapis rouge pour Mick Jagger qui arrive tel le roi pour chanter seul le premier couplet, puis Mary Clayton n'assure au début qu'un rôle de choriste et au fur et à mesure de la chanson, elle impose sa voix pour l'emmener vers le ciel. À la fin de la chanson, j'étais dans un tel état de choc que j'ai dû attendre un instant avant de pouvoir écouter la suite de l'album. Je me souviens que j'ai pensé, il n'y a pas d'autre musique au monde.